Alors, d'abord, je voulais vous remercier. Je voulais remercier Mathieu Auchin pour cette invitation, remercier le groupe de travail qui, je crois, s'est associé à Mathieu pour être favorable à ma venue. Vous remercier d'être ici aujourd'hui. Et je voulais dire aussi un petit mot, puisque je me suis du coup intéressée aux productions de votre groupe de travail, qui est un groupe qui s'est attaché à un objet complexe. L'évaluation du handicap psychique, moi j'y travaille depuis un certain temps déjà, j'avais une antériorité sur vous, donc ça doit faire 4 ans maintenant que je m'intéresse à cet objet-là. C'est quelque chose qui... C'est un sujet qui est compliqué, c'est un sujet qui est important, et je l'ouvre aux efforts parce que vous avez produit le début d'un recensement d'outils et d'une démarche d'échange et d'une démarche participative que je trouve extrêmement intéressante, extrêmement utile. Ce qui a guidé mon intention dans la préparation de ce topo, c'est d'essayer d'être utile pour clarifier, pour qu'on puisse tous continuer à avancer, pour avoir une démarche pragmatique et pertinente sur les différents terrains dans lesquels on a à agir et à accompagner des personnes qui sont dans des situations difficiles on va voir pour un certain nombre d'objectifs. Alors vous allez voir que du coup, ma présentation est assez, comment dire, pédagogique, c'est-à-dire assez carrée. Elle pourra peut-être vous sembler à certains moments un tout petit peu caricatural ou un petit peu simpliste. Il n'y a pas tout dedans, mais l'idée c'est quand même sur une question qui incite à la complexité, à la polysémie, à l'ambiguïté, ou à qu'est-ce qu'on fait, pourquoi et comment, voilà, un parti pris de clarifier. Pour l'instant, je vais rester assise, on va voir si je me lève, je suis pas sûre. Donc j'ai été invitée pour vous parler de l'évaluation du handicap psychique. Alors, on va revenir sur la question du handicap pour dire que finalement, vous connaissez tous évidemment la nature, la définition du handicap. Mais on va quand même repasser par là, dans la démarche pédagogique que je vous propose de suivre. Donc le handicap, ce sont les conséquences ou les retentissements d'une maladie mentale sur les activités et la vie quotidienne d'une personne, ainsi que le désavantage social ou les restrictions de participation qui en résultent. Ça, là-dessus, jusque-là, tout est simple et tout le monde est d'accord. Il y a un autre constat qu'on peut faire immédiatement, c'est que quand on parle de handicap, on ne parle pas de maladie. La maladie est l'un des déterminants du handicap, il y en a beaucoup d'autres. La maladie est un des déterminants, mais il n'y a pas de continuité entre la maladie et ses conséquences, et le handicap n'est pas corrélé ni à l'évolution, n'est pas strictement corrélé, en tout cas ni à l'évolution de la maladie, ni au degré de rémission des symptômes, ou à leur intensité. Ça veut dire qu'il y a au-delà, alors je suis psychiatre, hein, donc vous allez aussi trouver mes propos de temps en temps un peu médico-centrés, je m'en excuse, je vais essayer de parler aussi d'autres points de vue que du point de vue médical, bien sûr. Le fait est qu'il n'y a pas si longtemps, on était encore dans une vision très médicale du handicap. Au jour d'aujourd'hui se dessine un mode de description du handicap psychique dont on pourrait pratiquement dire qu'il s'agit d'une nouvelle forme clinique, il y a des descriptions spécifiques de ce qui peut constituer une situation de handicap psychique. Comment ça s'exprime dans le comportement et dans la vie de la personne. Alors je voulais vous donner un exemple sur le fait qu'il n'y a pas de corrélation directe entre la maladie et le degré de handicap. Un exemple très caractéristique, c'est la question des capacités de travail. Très difficile à évaluer. La question de l'employabilité, comme on dit, de quelqu'un qui vit avec un trouble psychiatrique. Et les capacités de travail, on a montré très clairement partout dans toute la littérature qu'elles ne sont pas corrélées à la symptomatologie résiduelle, qu'elles sont modérément corrélées aux troubles cognitifs, modérément, qu'en revanche, elles sont très liées au parcours de la personne, à ses expériences de vie, à sa motivation, et que finalement, ce sont les facteurs environnementaux qui semblent prédominants en matière d'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap psychique. C'est le succès du modèle du retour à l'emploi en milieu ordinaire, dont le paradigme, c'est le modèle IPS, qui
vous connaissez pas trop. L'idée, c'est que plutôt que de traiter, puis, et de préparer et de mettre en situation d'emploi, on inverse le paradigme et on met les gens en situation d'emploi, et à ce moment-là, on les accompagne et on les forme, et on adapte et on aide les entreprises ou les employeurs à créer un environnement favorable pour que la personne arrive à accéder à l'emploi et à y rester. C'est un modèle qui a fait la preuve d'une bien plus grande efficacité pour le retour à l'emploi que le modèle classique train and place. Donc là, c'est le modèle place and train. Mais les troubles cognitifs semblent quand même déterminants pour le maintien dans l'emploi. Une étude déjà que je trouve toujours aussi magnifique, même si elle date déjà d'une dizaine d'années, qui a été conduite par un psychiatre qui s'appelle Wexler et qui développait la remédiation cognitive, et qui consistait à comparer, avec un essai contrôlé randomisé, donc une étude clinique très rigoureuse, à comparer deux groupes de personnes. Un groupe de personnes qu'on accompagnait dans l'emploi. Je vous propose de regarder que la deuxième, et un peu chargée la diapositive, que ce deuxième schéma. L'essai consistait à suivre des personnes qui bénéficiaient d'un programme IPS, donc retour à l'emploi, accompagné avec un job coaching. La moitié de ces personnes avaient l'emploi accompagné classique, l'autre moitié, en plus d'avoir cet emploi accompagné, bénéficiait de remédiation cognitive. Et ce qu'on voit, c'est qu'au moment de l'entrée dans l'emploi, finalement, les personnes qui ne bénéficient que de l'accompagnement IPS accèdent un peu plus facilement à l'emploi, parce que la tâche est moins exigeante, il n'y a pas en même temps à faire du cours de remédiation cognitive, alors que l'autre groupe qui bénéficie de remédiation cognitive arrive un petit peu moins à entrer dans l'emploi. Et quand on voit, au fur et à mesure du temps, on voit que les personnes qui ont à la fois un accompagnement spécifique et de la remédiation cognitive conservent leur emploi, alors que les autres, ce qu'on voit très habituellement dans les programmes de retour à l'emploi, finalement accèdent à l'emploi mais ne parviennent pas à y rester, avec un résultat dont vous allez voir qui est quand même très hautement significatif, qui est que presque 2 fois plus de personnes ayant eu de la remédiation cognitive restent dans l'emploi par rapport à ceux qui n'en ont pas eu, malgré qu'ils bénéficient d'un système d'accompagnement de retour à l'emploi qui a montré qu'il est extrêmement performant. Donc voilà, le handicap, c'est quelque chose de compliqué. Est-ce que vous voulez qu'est-ce qu'on fait? On fait des questions-réponses au fur et à mesure ou bien on fait à la fin? Moi, ça m'est égal, hein. C'est juste que sinon, ça va. Ça dépend quand est-ce que vous voulez qu'on termine. Allez-y. Je voulais juste savoir un petit peu le contenu de la médiation cognitive. C'était classique, cognition froide, mémoire, attention, organisation, fonction exécutive, c'était une remédiation classique. Non, ça, voilà, donc finalement, le handicap psychique apparaît déjà comme un concept qui est en tout cas multidéterminé et qui n'est peut-être pas aussi simple que sa définition initiale proposée. C'est aussi ce que le paradigme du rétablissement vient nous pointer. C'est que le devenir des personnes... Vous connaissez le paradigme du rétablissement? L'idée voilà, que vous connaissez. Donc, ce que dit le rétablissement, c'est que le devenir des personnes atteintes de troubles mentaux sévères se joue fondamentalement dans le soutien et dans les réponses apportées aux situations de handicap, et pas seulement dans le traitement de leur maladie. Et donc, les déterminants de ce devenir, ce sont bien entendu les déterminants biologiques et liés morbides, mais ce sont aussi et surtout les ressources de la personne, objectifs, ressources, facteurs subjectifs, espoir, croyances, et les facteurs environnementaux. En pratique, comment on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on va évaluer? De quoi on va tenir compte? Qu'est-ce qu'on va rechercher en fonction de la position qu'on a, soit comme personne elle-même concernée par le handicap, soit comme personne de l'entourage, soit comme professionnel,
à quoi est-ce qu'il faut faire attention, qu'est-ce qu'il est important de regarder pour aller le plus rapidement possible et de la façon la plus pertinente possible vers un rétablissement. Bon, alors l'évaluation, bien sûr, l'évaluation, c'est important avant d'agir. C'est important pour fixer ses objectifs quand on veut agir. Et on va, je vous disais, d'une façon assez simpliste, assez carrée, distinguer 3 grands types de situations et 3 grands types d'objectifs dans lesquels c'est important d'évaluer. Pour soigner, pour avoir des actions d'accompagnement et pour donner accès à des droits aux personnes. Donc on cible le sanitaire, le médico-social et l'accès aux droits par la MDPH. Comment on fait pour évaluer? Avec quelle méthode? Avec quelle dynamique d'évaluation? Avec quels outils? Quand est-ce qu'on évalue? Qui est pertinent pour participer à l'évaluation? Quelles sont les places? La place éventuellement pour des équipes dédiées. Il se développe en France quelques initiatives d'équipes spécialisées dans l'évaluation du handicap psychique. Est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est superflu? Est-ce qu'on peut faire ça soi-même? Comment est-ce qu'on peut utiliser l'évaluation pour engager la personne et son entourage dans une évaluation partagée, dans un constat qui peut devenir un constat partagé, qui peut permettre qu'il y ait un contrat qui puisse être établi entre les professionnels, la personne et son entourage pour agir, pour faire des choses. La proposition que je vous propose à la discussion, c'est finalement qu'on pourrait proposer des niveaux gradués d'évaluation. C'est-à-dire que l'évaluation, ça peut être très très compliqué, ça peut être aussi beaucoup plus simple. Et que selon à la fois le domaine dans lequel on agit, sanitaire, médico-social ou LDPH, et selon le niveau de complexité ou le niveau de réponse qu'on peut obtenir, on peut proposer des niveaux plus ou moins complexes d'évaluation. Et que dans ces niveaux plus ou moins complexes, peuvent prendre place aussi des méthodes et des outils qui vont être plus ou moins complexes, jusqu'à arriver à des choses très compliquées, mais qu'il y a des choses de base relativement simples, qui, si on les met à notre main, si on en prend l'habitude, peuvent être utiles pour construire notre action. Alors, je voulais vous resituer aussi l'évaluation dans le cadre de ce que... Alors, c'est un peu... c'est difficile de dire ça très très rapidement, mais ce que je vais présenter ce soir, c'est le rapport du Centre de preuves en psychiatrie et en santé mentale qui a travaillé sur des propositions d'amélioration du parcours de santé de personnes vivant avec un trouble schizophrénique et donc je ne vais pas raconter tout ça, mais qui propose finalement qu'il y a un certain nombre de domaines d'action qui sont nécessaires pour favoriser un parcours de vie favorable et un ensemble d'actions qui vont accompagner la personne et favoriser son rétablissement. Parmi ces actions, que je vais vous décrire rapidement, chacune d'entre elles va générer une dimension d'évaluation qui est importante à prendre en compte pour que chacun des professionnels situe son action. La proposition du centre de preuve, c'est que la personne concernée par le handicap, son entourage proche et des professionnels du social et du sanitaire se mettent ensemble pour définir des actions à mettre en place, des soins, des accompagnements, dont la personne en situation de handicap psychique, vous le savez, a besoin dès le début des troubles et tout le long de sa vie, avec une intensité variable, mais les soins resteront nécessaires, et la vulnérabilité et les besoins de réponse et d'accompagnement va être nécessaire aussi à géométrie variable tout au long de sa vie. Donc pour mettre en place ce contrat et pour favoriser le rétablissement de la personne, un premier objectif sera de favoriser la vie de la personne dans son milieu normal, de mettre les soins à disposition de la personne dans son environnement ordinaire pour favoriser l'engagement de la personne dans les soins. Premier objectif, c'est faire en sorte qu'il y ait un contrat
qu'il y ait des objectifs communs et qu'il y ait une synergie d'action, on pourrait dire, entre la personne malade et son entourage et les soignants et les accompagnants. Donc, premier objectif, l'engagement dans les soins. Le deuxième objectif, pour favoriser l'évolution de la personne, c'est d'assurer des soins de qualité, dont on va voir qu'ils portent et sur les médicaments et sur les actions non médicamenteuses. Troisième objectif, apporter des réponses aux besoins de la personne vulnérable, qui vont être au niveau d'une aide à l'hébergement, d'une aide au travail, de formation professionnelle, d'une aide à l'insertion sociale, d'une aide à la vie quotidienne, en fonction de la nature des besoins de la personne. Encore une dimension à évaluer. Et puis, la quatrième dimension à évaluer, c'est finalement où en est la personne de son rétablissement, puisque c'est, comme vous le savez sans doute aujourd'hui, l'instrument de mesure dans lequel on jauge la performance d'un système de santé, d'un système de réponse médico-sociale aujourd'hui de par le monde. L'objectif que visent les organisations soignantes et les organisations d'accompagnement, enfin, nous on a le médico-social et le sanitaire. Ailleurs, en général, ce sont des actions de santé communautaire qui comportent les deux volets et qui travaillent ensemble. En tout cas, l'objectif, aujourd'hui, le gold standard, c'est des actions favorables au rétablissement et c'est mesurer où en est la personne dans son chemin de rétablissement. Donc c'est un objectif, puisque c'est l'objectif des soins et des organisations, c'est quelque chose qu'il est important de mesurer, à la fois en termes de performance, pour voir quelle est la performance de nos actions, mais aussi pour la personne elle-même, parce qu'elle peut mesurer sur un chemin qui a été décrit comme suivant un certain nombre d'étapes dans l'ensemble des récits colligés des personnes ayant vécu le rétablissement. On a décrit un certain nombre d'étapes et c'est un outil qui peut être utile pour décrire où en est la personne aujourd'hui sur son chemin de vie par rapport à son rétablissement. Alors, première dimension, ça c'est, j'aurais pas dû commencer par ça, mais je le fais quand même, évaluer pour soigner. Je suis psychiatre, je suis désolée. Donc évaluer pour soigner, ça veut dire quoi? Ça veut dire premièrement assurer une prescription médicamenteuse. Les personnes en situation de handicap psychique ont très souvent besoin de psychotropes. Au jour d'aujourd'hui, les psychotropes restent des médicaments qui sont utilisés d'une façon imparfaite. C'est très compliqué le bon usage des psychotropes, c'est très technique, c'est très compliqué. Mais on les utilise encore de façon imparfaite et en négligeant l'importance des effets secondaires que génèrent ces médicaments. Donc, un premier niveau de base, c'est faire des bonnes prescriptions. Donc, veiller à une meilleure rémission des troubles possibles, veiller à la limitation des effets secondaires. Et une autre dimension importante, c'est quelle est la position de la personne par rapport à ses traitements, par rapport aux soins, quelle est son observance, quel est son degré de compréhension des besoins de soins et d'observance. Surveillance de l'état somatique de base. Et la deuxième grande dimension pour soigner, c'est cette personne a-t-elle besoin de soins de réhabilitation? Les soins de réhabilitation, ce sont les soins qui ont été développés de manière, qui ont comme objectif spécifique de réduire les déterminants du handicap. Qu'on a pu décrire de façon assez claire et assez précise aujourd'hui. Il y a un certain nombre de déterminants du handicap. Donc ce n'est pas la maladie elle-même, ce sont les déterminants du handicap. Par exemple, un déterminant du handicap, c'est l'autostigmatisation. Ce n'est pas lié directement à la maladie, c'est lié au fait que la personne a intégré en son fort intérieur la stigmatisation sociale qui a cours dans notre société. La personne malade fait partie de la société, a les mêmes représentations sociales que tout le monde, et va s'auto-stigmatiser. Cette autostigmatisation, on sait qu'elle est un très fort facteur de non-recours, de non-demande et de retrait par rapport aux situations d'emploi, par rapport à l'employabilité. Donc, il y a des déterminants du handicap psychique,
dont certains vont être de nature plus psychologique et d'autres vont être de nature plus neurobiologique. Il est important non seulement de les évaluer, mais de proposer des actions soignantes sur tous ces déterminants. C'est la psychoéducation, c'est la remédiation cognitive, c'est le développement des habiletés sociales, améliorer les compétences sociales. Alors, je voulais vous donner un exemple d'un outil qu'on a développé dans mon équipe de recherche à Versailles, qui a comme objectif en fait de pouvoir, en posant des questions sur comment vit la personne, c'est-à-dire c'est un outil qui peut être qui est destiné à l'entourage de la personne. On n'a pas construit de version de questionnaire, mais il faudra qu'on fasse un jour, et qui permet de voir en quoi un certain nombre de difficultés cognitives vont entraver, vont apparaître dans le comportement quotidien de la personne. Ces difficultés cognitives au sens large du terme, ce sont les 4 grands domaines qui sont listés dans la littérature comme contribuant aux situations de handicap psychique: les difficultés cognitives, l'altération de la motivation, les difficultés de communication et les difficultés de métacognition, c'est-à-dire d'insight. La difficulté à percevoir ses difficultés, ses limites, et du coup de ne pas savoir en tenir compte. L'échelle en question, elle va proposer un certain nombre de cibles à observer pour voir si ces différentes capacités sont altérées et s'il y a une répercussion dans la vie quotidienne. Le handicap, on est bien d'accord, c'est comment, dans la vie quotidienne, au niveau fonctionnel, il peut y avoir des difficultés. Donc on va regarder, pour ce qui est des capacités cognitives, par exemple, est-ce que cette personne a du mal à s'organiser dans des activités habituelles, dans des activités inhabituelles? Est-ce qu'elle arrive à apprendre? Jusqu'à quel point est-ce qu'elle arrive à apprendre? Est-ce qu'elle arrive à fixer son attention, à mémoriser? Ça va mesurer ce qui est de l'ordre de la cognition. On va mesurer de la même façon ses difficultés motivationnelles éventuelles. On va mesurer ses capacités de communication avec autrui. Je vais vous donner un exemple plus précis. Et ses capacités d'auto-évaluation et de capacité à savoir demander de l'aide. Ça, c'est une dimension importante. Vous allez voir qu'on va y revenir, parce que la question de la formulation de la demande d'aide et de comment se positionne la personne par rapport à la demande d'aide est un mode de description qui est important pour les gens qui veulent apporter de l'aide. Parce que sinon, on risque d'être vraiment à côté de ce que la personne peut accepter. Un exemple sur les capacités relationnelles sont les capacités d'empathie cognitive. Alors l'empathie cognitive, c'est quoi? C'est un truc très simple, c'est le fait qu'on arrive à se mettre dans les chaussures de l'autre, à se mettre à la place de l'autre. C'est le fait qu'on arrive à comprendre, qu'on sait que les autres et soi, c'est pas la même chose, que les autres sont différents, qu'ils ont des croyances, des désirs, des intentions qui leur sont propres, et qu'on tient compte de ces différences quand on est avec les autres et quand on interagit avec eux. Et en particulier dans les troubles schizophréniques, mais aussi dans les troubles autistiques, et dans d'autres troubles, les troubles limites graves de la personnalité, on peut dire aussi, il y a une altération des capacités d'empathie cognitive. Cette altération, ces altérations, elles font que les personnes ont une grande naïveté sociale, qu'elles ne comprennent pas ce qu'on leur veut, qu'elles ne comprennent pas comment interagir, qu'elles se mettent éventuellement en danger parce qu'elles ne vont pas comprendre qu'une personne a une intention bienveillante ou malveillante à son égard. On connaît la façon dont les enfants autistes peuvent être stigmatisés et victimes de violences au sein du milieu d'enfants ordinaires, faute de savoir identifier et de savoir se défendre. Voilà, donc ça, on va quantifier ça. Le quantifier va permettre d'identifier des domaines éventuellement à explorer davantage, parce que ce sont des domaines qui peuvent donner lieu à des actions thérapeutiques. Les capacités cognitives, si on voit qu'elles sont altérées, on poussera plus loin l'évaluation pour voir s'il y a une indication de remédiation cognitive. L'altération de la motivation, c'est un peu plus compliqué, mais les altérations de motivation peuvent être déterminées par tout un tas de facteurs. Un traitement trop important, une dépression, ou une altération de la motivation qu'on pourrait dire primaire, mais dont on sait que certaines actions thérapeutiques, comme par exemple le développement des habiletés sociales, a été montré comme
favorable à la motivation. Donc ça va orienter aussi vers certains soins. Capacité de communication et de compréhension avec les autres, il y a de la remédiation des troubles de la communication, et il y a de la remédiation également des troubles de l'insight, qui commencent à émerger aujourd'hui comme technique de soins innovantes. Voilà, donc ça c'était, vous voyez, on évalue un outil très simple, quelques outils très simples, on évalue, et si on a besoin d'évaluer davantage, il y a d'autres batteries qui existent. Évaluer pour accompagner la personne dans son rétablissement. Donc l'accompagnement, comment, quand on est un SAVS, quand on est avant la mise en œuvre de mesures d'accompagnement, comment on peut procéder, comment définir ces cibles. On pourrait dire que la première chose, c'est que l'évaluation en elle-même est déjà intéressante. Parce que c'est le moment où on va pouvoir commencer à établir quelque chose de l'ordre d'un contrat, d'une évaluation partagée. Ça veut dire que l'évaluation, évidemment, pour qu'elle soit intéressante, il faut qu'elle soit partagée. Partagée par qui? Partagée évidemment par la personne concernée, de préférence également par son entourage, parce que la personne, en général, elle a un entourage. Il y a des personnes très isolées, mais il y a aussi la plupart des personnes qui ont un entourage. Si on n'est déjà pas du tout d'accord, si elles ne sont pas du tout d'accord entre elles sur le bilan et le constat, il y aura des tensions, il y aura une augmentation des émotions exprimées, on peut dire, il y aura des difficultés. Et puis, il faut que les personnes en charge de l'accompagnement elles-mêmes, évidemment, soient d'accord sur les objectifs. Donc, une évaluation partagée, et c'est pas ça que je voulais dire. Donc je passe à l'évaluation partagée. Voilà. La question qu'on va poser, qui va être au cœur de cette évaluation, c'est quelles sont les attentes de la personne et quelles sont ses ressources. Avant de chercher quels sont ses besoins, pour mettre la personne dans une position dynamique, pour ne pas la stigmatiser, pour être dans une position dont le paradigme de rétablissement nous dit qu'il faut baser nos actions sur les forces de la personne, sur l'espoir, sur les potentialités. Donc on ne va pas déjà commencer par regarder ce qui ne va pas, mais on va aider la personne à prendre conscience de ses propres ressources. C'est très précisément ce que la CACIG, que vous connaissez, propose, puisque ce que dit la CACIG, c'est... Je ne dis pas que c'est un outil de référence qu'il faut absolument utiliser, mais il y a quelque chose dans sa logique qui est quand même particulièrement intéressant, qui est, quand on passe en revue un certain nombre de domaines de la vie, on va demander à la personne, dans l'année qui vient, est-ce que dans le domaine de votre logement, tout va bien, ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez changer? Et si la personne dit oui, on va lui demander, qu'est-ce que vous aimeriez changer? Et qu'est-ce que vous pouvez faire vous-même pour changer dans ce domaine-là? Quelles sont vos ressources? Quels sont vos objectifs, vos ressources? Et puis après ça, on va voir, compte tenu de ce que vous pouvez faire, est-ce que vous avez besoin qu'on vous aide à faire ça? Et ça va être les besoins. Et on va faire la même chose dans un certain nombre de domaines qui peut être important de renseigner, concernant les relations sociales, concernant la gestion financière, concernant la qualité de vie, les activités, le travail, enfin tout ce que vous connaissez par cœur. Il y a un autre outil que vous connaissez aussi, qui est un outil qui est assez simple d'usage, qui a initialement été développé pour les gens qui... Juste... ouais. Enfin, c'est pas grave. Depuis le début, des fois, il y a sur certains termes, par exemple casing, où vous n'avez pas mis la définition ou l'intitulé des lettres. Oui. Pour certains professionnels, il n'y a pas de souci. Je pense que pour d'autres, savoir quelles sont les lettres derrière le mot casing ou la définition. Il y a eu ça comme il y a eu Inside tout à l'heure. En avançant, on voit qu'on va avoir la définition d'Inside, vous allez en parler. Mais vous en avez parlé il y a 30 secondes. Vous en avez parlé il y a 30 secondes et je me suis dit, mince, on va se dire c'est quoi Inside? Et bon, je vois que vous allez en parler dans 30 secondes. Mais il y a toutes ces... Je vais essayer d'être encore plus complète. Alors là, classique, je ne sais pas ce que ça veut dire. Comme ça, je vais en faire un parce que je ne sais plus du tout. C'est une échelle d'évaluation des besoins de vie d'un usager.
Ok. Mais l'acronyme, je ne sais pas. Et l'ADEP, je ne sais pas non plus ce que ça veut dire. C'est vrai qu'il y a des choses que il y a des messages que je destine plus directement aux gens du groupe de travail. Parce qu'ils ont travaillé sur ces outils. Mais après ça, difficile d'être Voilà, après, voilà, effectivement, si on se réfère après aux documents de référence qui donnent des intitulés, mais bon, je découvre aussi, bon, je vais arriver 5 minutes en France, un peu plus. Voilà, donc l'ELADEB a été élaboré initialement pour des personnes dyscommunicantes, mais il s'avère que c'est un outil qui n'a pas de langage, mais il s'avère que c'est un outil qui en même temps est assez simple d'emploi. C'est les petites vignettes qui permettent qu'on demande à la personne de classer en fonction de ses besoins plus ou moins importants. Voilà, qui est un outil simple et qui peut être utile pour... L'intérêt de ces outils, c'est que si on demande à une personne schizophrène, est-ce que vous avez besoin d'aide, elle va vous dire que non. Si vous abordez la question différemment et que vous ne la questionnez pas tout de suite sur ses besoins d'aide, mais sur est-ce qu'elle est satisfaite de sa vie, est-ce qu'il y a des choses qu'elle souhaiterait changer dans sa vie, là vous allez pouvoir avoir des informations. Donc tout l'intérêt de ces outils structurés, de ces supports, c'est qu'ils vous permettent d'entrer en communication et de commencer à pouvoir explorer d'une façon qui ne va pas être ressentie comme violente par la personne, d'une façon qui va être extrêmement facilitée, et c'est une façon qui sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple et probablement moins stigmatisante que si vous arrivez avec une question ouverte. En gros, les personnes avec des situations de handicap psychique, si on leur pose des questions ouvertes, on n'aura pas de réponse. Ou on aura la réponse, il n'y a pas de problème. Un autre niveau qui est intéressant, je vous en parlais tout à l'heure, c'est d'évaluer pour connaître la position de la personne par rapport aux soins et par rapport aux besoins d'aide. Une des grandes caractéristiques des personnes en situation de handicap psychique, c'est ce qu'on appelle les troubles de l'insight, sur lesquels je vais donc revenir, qui sont une difficulté à savoir... Je vous donne un exemple très simple. Vous avez votre fils, 12 ans, en 5e, on est à 12 ans, c'est ça quand il passe un contrôle, en général, il rentre, il dit « Ouais, super, ça a vachement bien marché, pas de problème. » Et puis, des fois ça a bien marché, des fois pas du tout, il a 3. Votre fils, il a peu de capacité métacognitive, c'est-à-dire que son auto-évaluation de sa capacité à répondre aux questions qu'on lui pose n'est pas très bonne. À 12 ans, c'est pas très grave, parce qu'en général, c'est des choses qui se développent avec l'âge. Mais votre fille qui a 11 ans, elle, parce que c'est plus rapide chez les filles, vous savez pourquoi, et ben elle, qui est en 6e, elle va arriver en disant ben moi je pense que ça, j'ai su faire, ça passe, ça, j'ai su faire ça, donc je vais avoir B+. Et puis elle a entre B et B+, à chaque fois qu'elle dit qu'elle va avoir B+. Ou elle dit je vais avoir B, parce que comme c'est une fille, elle ne se surévalue pas, et elle aura plutôt B+. C'est un petit message. Vous êtes d'accord? Donc elle a des bonnes capacités d'insight cognitif, elle a de bonnes capacités métacognitives. C'est un truc qui est vachement important, pas seulement pour savoir si on aura des bonnes notes ou pas, mais c'est vachement important parce que si on sait qu'on est en difficulté, si on sait qu'on n'y arrive pas bien, on a des stratégies qu'on peut mettre en œuvre. On peut se dire, bon bah là, alors là c'est compliqué, donc peut-être je vais décomposer, je vais aller moins vite, je vais chercher s'il y a d'autres voies pour arriver à la solution. Ou bien je vais demander qu'on m'aide. Je vais demander au prof, je vais demander à mes parents, ou je vais demander à mon copain, ou parce que là, il y a un petit bloc, je ne sais pas quoi. Si on n'identifie pas qu'on a des difficultés, on ne fera rien de tout ça. Si on identifie qu'on a des difficultés et qu'on ne connaît pas la réponse, on ne lèvera pas le doigt en disant oh, « Madame, je connais la réponse ». On s'abstiendra d'agir. Si on n'en a pas connaissance, on va faire comme si on savait tout ou pas d'ailleurs, mais on n'adaptera pas son comportement à ce qu'on va évaluer de la performance de son comportement ou de la réponse. Cette capacité métacognitive, en fait, elle est extrêmement déterminante pour l'adaptation dans la vie quotidienne, dans la vie scolaire, dans la vie professionnelle, dans la vie en général. Et c'est quelque chose qui est très profondément altéré dans les troubles mentaux sévères.
et en particulier dans les troubles schizophréniques, mais pas que. C'est aussi altéré dans un certain nombre de maladies neurologiques ou d'autres situations, pas que, mais particulièrement dans les troubles mentaux sévères. Et ce que ça donne comme situation, c'est typiquement ce que je vous disais, quand on pose une question ouverte à une personne en situation de handicap psychique, vous n'aurez pas de réponse, parce qu'elle n'est pas capable d'évaluer non seulement ses besoins, mais ses difficultés. Et c'est pas parce qu'elle ne veut pas demander, c'est parce qu'elle n'a pas les ressources pour l'évaluer. Donc elle va systématiquement formuler beaucoup moins de besoins d'aide, de demandes d'aide, que son niveau de handicap le justifie. Et puis, quelqu'un qui n'aura pas du tout conscience de ce besoin d'aide ne va pas accepter l'aide. Il va éventuellement ne pas savoir la demander, il peut aussi ne pas savoir l'accepter, alors qu'elle lui est proposée. Il y a un chercheur dans mon équipe qui s'appelle Éric Brunet qui, par rapport à cette question métacognition et acceptation des aides, ou question de l'accompagnement, a développé un outil qu'il est en train de valider. Je vous en dis un petit mot parce que je le trouve juste extrêmement intéressant. Qui est basé, alors il a pris d'une part, pour construire ça, d'une part une échelle d'évaluation du fonctionnement. L'évaluation du fonctionnement, c'est comment ça se passe dans les activités utiles. Est-ce que la personne, elle sait faire la cuisine? Est-ce qu'elle sait faire des choses, non pas seulement qui sont, je sais pas quoi, des trucs un peu autistiques qui ne sont pas socialement valorisés, mais dans les activités utiles et socialement valorisées, comment se situent ses capacités, au niveau des relations sociales et au niveau du souci de soi, prise en compte de ses besoins et soins pour soi-même. Et puis il est allé chercher dans des articles de psychologie de l'éducation qui portaient sur justement des élèves de 5e face à l'apprentissage de la grammaire et des maths, comment ils se positionnaient dans la question de l'accompagnement par l'enseignant, pour apprendre comment ils faisaient, et est-ce qu'ils savaient reconnaître le besoin d'aide, est-ce qu'ils acceptaient le besoin d'aide, et qu'est-ce qui déterminait ça. Et ce qui a été montré dans ces trucs de l'éducation, c'est d'une part que pour rechercher de l'aide, il faut que ce qu'on est en train de faire, on trouve ça important. Si on se fiche du résultat, on n'a pas besoin d'aide. Donc, le facteur motivationnel. Quelle importance accorder à la tâche? Une personne en situation de handicap psychique, s'il veut vraiment, vraiment travailler, on peut dire que ce facteur motivationnel va être important pour qu'il soit plus simple, finalement, de mettre en place des accompagnements et un contrat pour l'accompagnement. Après ça, il y a la question de la métacognition. Est-ce que je m'interroge en me demandant si ce que je fais, je le fais bien? Est-ce que j'évalue le résultat? Et la régulation, si je me rends compte que j'ai des difficultés, est-ce que je m'adapte à ces difficultés? Est-ce que je prends mon temps? Est-ce que j'essaye d'une autre façon? La recherche de l'aide, je demande de l'aide à quelqu'un. L'évitement de l'aide, si je n'y arrive pas, je veux absolument pas, je me débrouille toujours par moi-même, je ne veux pas faire de demande d'aide. Et le jugement sur la performance, j'y arrive ou j'y arrive pas? Est-ce que je suis satisfait d'une façon générale? Est-ce que je pense que c'est un domaine, j'ai pas besoin d'aide? En général, je me débrouille ou pas? Je vous donne un petit exemple du type de questions qu'on pose à la personne. Je préfère moins bien comprendre ce que dit mon interlocuteur plutôt que de lui demander d'être plus clair. Donc là, c'est évitement de l'aide. Si ce que me dit la personne, j'y comprends rien, ça fait rien, je préfère ne pas comprendre plutôt que lui poser des questions. Je pense qu'il est utile de faire attention à mon corps et d'en prendre soin. Ça, c'est degré de motivation. Je prends bien soin de mon corps, ça c'est l'évaluation générale, il n'y a pas de problème. Voilà, tout un tas de questions comme ça. Et on a fait passer cette échelle, c'est des résultats très préliminaires, on est en cours de travail sur les données, mais on a fait passer cette échelle au niveau dans les centres experts schizophrénie à des personnes schizophrènes auxquelles on faisait passer plein de batteries. Et on a observé que l'acceptation des aides, le monitoring, la régulation et l'acceptation des aides étaient très fortement corrélés à la qualité de vie. Plus les personnes, on peut mettre ça dans les deux sens, mais
on peut dire, on va dire indécence pour peut-être, que plus la personne a de bonnes capacités métacognitives et a une bonne position par rapport à ses performances et au fait de savoir demander de l'aide, c'est-à-dire est dans ce qu'on appelle un coping actif, c'est-à-dire elle ne subit pas la situation, elle a une certaine connaissance, une certaine maîtrise et une certaine dynamique qui vient d'elle-même dans une situation difficile. Dans ce cas-là, elle a une bien meilleure satisfaction de la façon dont elle vit et dont elle est davantage satisfaite d'elle-même et de sa vie. Ce qu'on retrouve d'une façon plus générale dans les troubles schizophréniques, c'est que globalement, ils trouvent, ça j'ai pas la diapo, mais ils trouvent tous que tout est important, qu'au niveau de l'importance, c'est important de prendre soin de soi, c'est important d'avoir des tâches sociales utiles, c'est important d'avoir des bonnes relations avec les autres. Ils ont beaucoup plus de difficultés que les autres, ils pensent qu'ils y arrivent moins bien, surtout dans les relations sociales, et ils ont une très forte tendance à ne pas demander d'aide et une très forte tendance à éviter les aides. Ça, c'est un domaine sur lequel, en psychoéducation, on peut considérer que ça peut être une des cibles principales. La psychoéducation, ça va être bien évidemment d'apporter des connaissances à une personne sur sa maladie, ses besoins de soins, ses difficultés, ses besoins d'aide. Si ce qu'on transmet, c'est un cours magistral, c'est pas compliqué, les personnes malades, elles sont déprimées en sortant du cours. Parce que déjà, c'est pas marrant, mais si en plus on dit que c'est une maladie, que c'est externe, qu'il faut accepter les médicaments et que de toute façon ça ira pas bien, on a montré qu'une action, qu'une meilleure conscience de la maladie est corrélée à une perte d'estime de soi. Comment est-ce qu'on peut faire avec ça et éviter ça? Donc cette question du recours aux aides, c'est quelque chose qui peut vous aider quand vous êtes en relation d'aide avec quelqu'un, pour vous situer, pour mieux comprendre que si cette personne, vous avez du mal à faire avec elle, c'est pas forcément parce que votre relation est mauvaise, mais ça peut être parce que le style même de fonctionnement de cette personne va être pour l'instant, et ce serait une cible à réussir à travailler, que pour l'instant elle est dans l'évitement des aides, pour des raisons multiples, qui sont à la fois au fait qu'elle a une mauvaise compétence métacognitive, que peut-être elle a une mauvaise estime d'elle-même, enfin, ça c'est autre chose. Alors, le dernier truc dont je voulais vous parler, c'était le rétablissement. Ce qui peut être intéressant de mesurer. Le rétablissement, c'est un processus. Le rétablissement, c'est un processus, on pourrait dire, qui est un processus continu, qui est un parcours qu'on décrit des personnes vivant avec des troubles mentaux sévères, qui va du cataclysme de la maladie qui arrive, qui fait perdre tous les repères, qui fait qu'on ne sait plus où on en est, qui fait qu'on devient identifié à sa maladie, et que finalement on peut ressentir dans le chaos qu'on vit un sentiment de désappartenance à la société, de déshumanisation, de plus savoir ni où on va, ni qui on est. Et qui va progressivement permettre d'arriver jusqu'au fait d'avoir le sentiment qu'on s'est reconstruit et qu'on est à présent dans une vie qui est digne, qui vaut la peine d'être vécue, qui est une vie qui a des qualités, il y a des satisfactions, pas que, mais une vie qu'on peut choisir, et dans laquelle on se sent soi-même. Ce rétablissement, il a 4 grandes composantes qui vont être autant de bornes sur le chemin et qui vont être autant de composantes qui vont permettre qu'on aille vers ce sentiment, non pas d'être guéri, mais d'être rétabli. On vit avec une maladie, mais on se sent rétabli, on vit avec. Et la vie n'est pas envahie par la maladie. Ces 4 grandes composantes, c'est l'espoir, c'est l'identité, c'est-à-dire ne plus être... il y a une psychologue dans mon service qui travaille au centre expert bipolaire et qui dit toujours aux personnes qui viennent la voir,
non, vous n'êtes pas bipolaire, vous êtes une personne qui a un trouble bipolaire. Donc, voilà. Changement de perspective, elle ne se réduit pas à l'identité de sa maladie. Chez les bipolaires, c'est très très fort. Cette invasion de l'identité par le trouble bipolaire. Donc, l'identité, le fait qui peut aller jusqu'à le fait d'avoir travaillé pour dépasser ma maladie, a fait de moi une personne meilleure, donc accomplissement de soi. La question du sens. Ma vie me semble totalement inutile, jusqu'à j'ai des projets importants qui me donnent une raison d'être. Ma vie vaut la peine d'être vécue. Et puis la responsabilité, ou autrement appelée empowerment, qui est la pierre centrale du processus du rétablissement, qui est le fait que la personne retrouve la capacité d'agir, de faire ses projets, d'agir et d'être indépendante et autonome dans ses projets. Et le but ultime, finalement, de toutes nos actions d'accompagnement ou de soins. Voilà. Ces différentes composantes sont décrites dans un instrument qui s'appelle la story. Je ne sais pas ce que veut dire story en faux. C'est un acronyme anglais, j'ai oublié. Mais en tout cas, cet instrument va proposer de mesurer les différentes composantes du rétablissement avec les différentes étapes qui sont décrites dans la littérature comme finalement consécutives, comme des passages fréquents. Les personnes passent souvent par ces phases-là. Et proposer cette auto-évaluation du rétablissement peut permettre que la personne prenne en même temps conscience qu'il y a un chemin qu'il est possible de faire et que même si pour l'instant elle en est au début du chemin ou au milieu du chemin, il y a des gens qui sont allés plus loin sur ce chemin-là et qui sont arrivés, alors qu'ils vivent avec un trouble mental sévère, jusqu'à penser que finalement ils sont devenus meilleurs en ayant surmonté les difficultés de la maladie, par exemple. Même si eux disent, mais non, pas du tout. Alors là, pour l'instant, alors vraiment, ils disent n'importe quoi parce que c'est impossible. Mais en même temps, voilà, ça, c'est l'intérêt de l'auto-évaluation, c'est d'aider la personne à se situer dans une dynamique, dans une composante, à un endroit donné, et que c'est quelque chose qui peut changer avec le temps et qui peut évoluer, et qu'en le remesurant un peu plus tard, on pourra voir avec la personne le chemin qui a été parcouru. L'un des intérêts de l'évaluation, c'est vraiment beaucoup ça, dans le lien, pour aider les gens, parce qu'ils ont du mal à se regarder eux-mêmes, et qu'ils peuvent avoir besoin aussi qu'on les aide à faire le point, savoir où ils en sont, savoir quels sont les progrès qui ont été accomplis, ce qui, bien entendu, renforce la motivation. Voilà, ça c'était ce que je voulais vous proposer comme la base pour l'accompagnement ou pour les soins. Lorsqu'il y a des difficultés, qu'il y a des questions qui se posent, il peut être nécessaire de faire appel à des équipes spécialisées. Les équipes spécialisées, elles sont en train d'émerger en France, il n'y en a pas beaucoup. Il y a les équipes spécialisées d'évaluation du handicap psychique. Il y en a une à Tournon. On est en train d'en constituer une à Versailles. Je crois qu'il y en a une dans le Val-de-Loire aussi. Si, il y en a une dans le Val-de-Loire. Mais voilà. Alors ça peut être identifié comme les EP ou des centres qui permettent finalement c'est des consultations de recours, c'est demander un autre avis. Et puis il y a les centres experts. L'idée c'est quand on est dans l'impasse, quand on n'arrive plus à dépasser un problème qui bloque, y a-t-il un lieu, un recours, un endroit où on peut demander un autre avis, un autre éclairage? Dans ce cas-là, on peut faire plein de choses. Je vais vous épargner tout ce qu'on peut faire parce que je ne suis pas sûre que ce soit au cœur du débat, mais on fait des choses de façon beaucoup plus approfondie. Ce qu'on va faire en particulier, c'est important de le mentionner, c'est que dans certaines situations, on va faire un bilan neuropsychologique. Le bilan neuropsychologique, c'est un truc qui est vraiment extrêmement important dès lors qu'on pense qu'il y a des difficultés cognitives qui participent aux difficultés de la personne, parce que c'est nécessaire avant de pouvoir mettre en place une remédiation. Et la remédiation, comme vous le savez, est quand même une technique de soins qui est en train d'essaimer, et même si elle est restée longtemps assez confidentielle, alors que ça existe quand même depuis 10-15 ans, ça commence quand même à émerger,
et c'est un complément soignant qui peut être très très pertinent dans certains moments de blocage. Je vous donne un exemple, quand on veut faire de la remédiation de la cognition sociale ou évaluer la cognition sociale, on peut passer, vous voyez, évidemment, une dizaine de tests qui vont chacun renseigner sur un petit aspect différent. C'est presque de la recherche et ça peut être important pour l'orientation extrêmement précise et pour cibler très précisément la technique de remédiation. C'est évidemment pas une évaluation à faire en routine, ça n'a absolument aucun intérêt. Au niveau des centres experts, ce qu'on va faire aussi, c'est un bilan psychologique. Où en est la personne dans son processus de prise de conscience et de réappropriation de ses moyens d'agir? Et qu'est-ce qui peut faire obstacle à ça? Est-ce que cette personne, ce qui est le cas dans 30% des personnes qui ont un trouble mental sévère, on va retrouver des traumatismes infantiles, soit abus, soit négligence, en tout cas un niveau élevé de trauma infantile. En avoir connaissance peut être quelque chose qui peut être important pour l'orientation vers les soins ou pour certaines indications psychothérapeutiques. Donc, il peut être intéressant, et c'est ce qu'on fait dans les centres experts, de l'explorer de façon très systématique, parce que dès lors qu'on fait remplir des questionnaires de façon très systématique, c'est pas ciblé et c'est pas stigmatisant. C'est tout le monde en passe par là, et on apprend finalement, on a accès à des informations que souvent les médecins généralistes ou les médecins psychiatres, même s'il connaît très très bien la personne et qu'il a une excellente relation, n'en a pas forcément connaissance. On va mesurer aussi d'autres grandes dimensions psychologiques comme l'impulsivité, le degré d'hostilité, l'insight avec d'autres échelles, l'autostigmatisation. Des éléments qui peuvent être importants pour caractériser la position de la personne. Ce qui peut être intéressant aussi, et ça, jusque-là on n'en a pas parlé, c'est les évaluations fonctionnelles. Comment fonctionne la personne? J'ai évoqué très rapidement une échelle de fonctionnement qui est une échelle de fonctionnement globale où on va mesurer quel est le degré de capacité de réalisation de la personne. Par exemple, dans les actes de la vie quotidienne, dans la vie professionnelle, dans la vie sociale. Donc ça, il y a plein d'échelles pour ça. Vous en connaissez, vous en avez recensé plein. Elles ont toutes des qualités ou des défauts, mais il y a plein d'outils. Ce qui est important, c'est d'arriver à s'en servir bien, pas d'arriver à l'utiliser. Mais ces outils, c'est jamais que des questionnaires qui vont soit être remplis par la personne qui ne va pas forcément identifier ses difficultés, ou par l'entourage qui n'a pas forcément connaissance des difficultés. Et puis surtout le problème, c'est que la personne, elle va dire, mais moi, par exemple, pour me faire à manger, j'ai aucun problème. Sauf qu'elle vit dans sa famille, et qu'évidemment, elle n'a pas de problème de se faire à manger, parce que ça ne fait pas partie de ses tâches, ou qu'elle participe de temps en temps, voilà. De temps en temps, elle débarrasse la table. Donc ce qui peut être extrêmement intéressant, c'est de faire une évaluation écologique, soit au domicile de la personne, soit dans des situations dans lesquelles on va pouvoir voir in vivo comment ça se passe vraiment et quelles sont les ressources qui sont habituellement pas forcément utilisées pour les habiletés de la vie quotidienne ou dans le travail. Et ça, c'est vraiment le très très grand intérêt qu'il puisse y avoir des lieux, des équipes, des services médico-sociaux qui permettent l'accueil et l'évaluation du degré d'autonomie de la personne pendant des périodes d'évaluation. Voilà, l'intérêt d'évaluer, c'est de partager. C'est de partager, c'est de transmettre les informations. Quand on est à niveau 3, une consultation de recours, si on fait fin d'évaluation puis qu'on les garde pour soi, ça ne sert strictement à rien. Donc évidemment, il faut faire des réunions de concertation pour les professionnels, avec les autres équipes, mais c'est aussi de partager avec l'entourage et avec la personne elle-même. Un bilan pour être utile, le meilleur bilan, c'est un bilan qui peut être partagé. Ça ne veut pas dire qu'on doit forcément tout partager. Il y a des choses qui soit peuvent être incompréhensibles, inaccessibles, ou qui ne peuvent pas encore être transmises à la personne elle-même. Mais le bilan, il sera fructueux, il sera utile si on le partage. Et si tout le monde y a participé. Un petit mot pour conclure sur la question de l'évaluation
du handicap psychique pour les MDPH. C'est une autre question. C'est une autre question parce que là, quand même, la question pour les MDPH, c'est que même si on dit que les MDPH sont là aussi pour aider à la construction du projet personnalisé, du projet de soins, d'accompagnement personnalisé, ce projet ne peut être construit que si on reconnaît un accès au droit à la personne. Donc la première question qui se pose au niveau des MDPH, c'est la question de l'accès au droit. Et l'accès au droit, il est décrit dans la réglementation de l'accès. Il y a un certain nombre de documents techniquement un peu complexes qui décrivent quelles sont les possibilités, quelles sont les situations dans lesquelles on a accès à des droits. Cet accès au droit, il est basé aujourd'hui sur le modèle de la classification internationale du fonctionnement, la CIF de l'OMS 2001. C'est le modèle aujourd'hui de description du handicap par les MDPH qui nous dit qu'il y a 3 séries d'informations à renseigner. Les déficiences, on va revenir sur ce que ça veut dire, les déficiences, les limitations d'activité et les restrictions de participation. Si on décrit uniquement le fonctionnement, c'est-à-dire les 2 derniers niveaux, qui sont limitation d'activité, restriction de participation, la MDPH ne pourra pas remplir le guide barème, qui est le guide qui ouvre l'accès au droit. Il faut un certificat médical dans lequel les déficiences vont pouvoir être décrites et identifiables par la MDPH pour qu'ils puissent cocher les cases du guide barème. Il faut aussi, bien entendu, décrire les autres niveaux qui sont les niveaux fonctionnels, qui sont décrits dans le G20. Qu'est-ce que ça donne en pratique? Ça donne que c'est la même chose, que quand la MDPH va regarder un dossier de demande, elle va vérifier dans un premier temps si les critères d'éligibilité sont remplis. Donc elle va regarder d'abord s'il y a une maladie. Certes, il est dit qu'il ne faut pas forcément de diagnostic, mais quand même, ce n'est pas le diagnostic qui va permettre l'obtention de droits, mais il faut bien que les déficiences aient un lien avec un processus morbide, avec une maladie. Il faut un certificat médical, il y a un médecin qui dit oui, il y a un trouble. Même s'il n'est pas encore si bien identifié que ça, il y a un trouble. Et puis, ce trouble génère des déficiences. On va voir ce que c'est les déficiences, mais il y a des déficiences. Et il y a aussi, en lien avec ces déficiences, des limitations fonctionnelles, limitations d'activité, restrictions de participation. Les déficiences, c'est quoi? Les déficiences, c'est ce qu'on a un petit peu vu tout à l'heure à propos de l'échelle d'évaluation du handicap psychique. C'est plein de choses, c'est des symptômes et des troubles cognitifs, pour dire les choses rapidement. C'est une altération des capacités cognitives, c'est des altérations de la motivation, c'est des difficultés majeures de communication, altération des capacités de cognition sociale. C'est des troubles majeurs métacognitifs ou troubles de l'insight. C'est des troubles de la pensée, des troubles de la perception, des hallucinations envahissantes, des troubles du comportement, des troubles de l'humeur. Enfin, je ne vais pas vous faire toute la liste, c'est des symptômes. Donc, bien entendu, le diagnostic ne permet pas d'obtenir des droits, mais la liste des déficiences et le degré d'envahissement et de répercussion fonctionnelle des déficiences doivent être renseignés. Sinon, on ne sait pas, et sinon les personnes, finalement, ne parviennent pas à bénéficier de ce qui est considéré comme un droit en France. On va regarder aussi, pour déterminer le taux d'invalidité, quelles sont les informations fonctionnelles. Quel est le niveau de fonctionnement, pardon. Et donc on va regarder, je passe un peu rapidement, je pourrais répondre aux questions si vous souhaitez, mais on va essayer de décrire le fonctionnement et comment les altérations fonctionnelles peuvent entraver la capacité, pour obtenir la FQTH, entraver la capacité à accéder à l'emploi, à rechercher l'emploi, à accéder à l'emploi ou à se maintenir dans l'emploi. Vous avez vu sur le petit schéma tout à l'heure que ce qui était le plus difficile chez les personnes en situation de handicap psychique, c'était de rester dans l'emploi. C'est un critère d'obtention de la FQTH si vous arrivez à le faire valoir. Si vous ne le faites pas valoir, les gens de la FQTH ils diront
pourtant il a eu une embauche, là, le mois dernier, il a été embauché, bon, il n'a pas voulu rester plus longtemps que 2 jours, mais enfin, il a un boulot. C'est pas qu'il n'a pas voulu rester plus longtemps que 2 jours, la personne. C'est qu'il était tellement persécuté dans son travail, qu'il ne comprenait tellement pas ce qu'on voulait lui, et qu'il avait tellement l'impression qu'il y avait des tas de sous-entendus qui lui semblaient incompréhensibles qu'il n'a pas pu rester dans son emploi. Voilà, donc, une description des capacités fonctionnelles qui va en passer par un lien avec, éventuellement avec les déficiences, et puis le schéma, en fin de compte, qui est l'une des grilles parmi d'autres, qui est une grille absolument nécessaire, qui va décrire les capacités fonctionnelles, mais qui n'est qu'un aspect de l'évaluation de ce dont la MDPH a besoin pour pouvoir, après ça, en se servant de leur grille d'attribution des droits, pouvoir faire bénéficier, faire accéder la personne à tel ou tel niveau de droit de prestation. Après ça, la question sera, d'accord, elle a accès, il est pertinent pour elle qu'il y ait un accompagnement médico-social. Après ça, on travaille le projet. Mais déjà, il faut l'ouverture des droits. Donc l'évaluation, utile et on peut même dire nécessaire, comme vous en avez parfaitement conscience, à chaque moment de la vie de la personne, avec des objectifs qui donnent des évaluations différentes, des interlocuteurs qui vont être en position de poser des questions différentes. C'est une culture qui est importante à diffuser, qu'on n'a pas en France, qui a beaucoup plus dans d'autres pays anglo-saxons en particulier, en Allemagne, en Italie, ils évaluent beaucoup plus que nous, pourtant ils sont pas anglo-saxons. Et puis des outils à choisir et à implémenter. Je dirais que le choix des outils, oui bien sûr il y a des outils meilleurs que d'autres. Il y en a plein des outils. Vous en avez recensé plein, il y en a plein qui ont plein de qualités. Ce qui est important, c'est vraiment de savoir quelle question on veut se poser, quel est le meilleur outil pour se poser la question, et surtout, est-ce qu'on arrive à s'en servir facilement? Est-ce qu'on s'y est approprié? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est simple? Voilà, est-ce qu'on l'a bien en main l'outil? Voilà, je vous remercie de votre attention et de vos questions.